bonjour à tous. On est de retour sur Basket Session. Je suis en direct de la Lettonie. Je suis avec Théo à mes côtés. On va se faire un CQFR XXL. On va évidemment revenir sur tous les huitièmes de finale et notamment sur celui de l'équipe de France. Théo, grosse désillusion, défaite contre la Géorgie. Ce qui est fou, c'est que la veille, la Serbie perd. On se dit, ah, c'est l'upset du siècle. Alors, évidemment, la Géorgie, c'est pas l'upset du siècle d'avoir battu l'équipe de France, hein. On n'est pas à un tel écart de niveau. Mais quand même, grosse déception pour les Français. Justement, après avoir vu la Serbie tomber, on s'est dit, il y a peut-être un chemin jusqu'en demi. Après, ça va jouer la Finlande. Et ben non, la France s'arrête là. J'aurais vu un match de l'équipe de France en Lettonie. Défaite 80-70 contre la Géorgie. Quel est ton état d'esprit là à ce moment-là, Théo? Comment tu te sens après cette défaite de l'équipe de France? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Bah écoute, je suis déçu parce que je pense que c'était pas, c'était comment dire, comment dire, raisonnable de se dire qu'on pouvait au moins ou qu'on devait au moins se fixer comme objectif de jouer le quart de finale. Voilà, je pense que quart de finale c'était un objectif réaliste. Donc déçu parce qu'on n'y est pas parvenu. Après, on en parlait un petit peu juste avant de commencer le CQFR et on pourrait y revenir. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ce qu'on s'était dit de cette équipe au tout début de la compétition. Se rappeler que c'est une équipe très jeune, qu'on est en période de transition, qu'on est parti avec un effectif qui était déjà un petit peu déséquilibré, notamment dans le secteur intérieur, et que la blessure d'Alexandre Sarr a encore plus déséquilibré tout ça. Donc il y a tout un tas de raisons. Par contre, effectivement déçu, et surtout, tu sais, le sentiment de voir à quel point ça va vite, finalement, le sport de très haut niveau et ce type de compétition. Juste pour te raconter un petit peu dans quelles conditions j'ai vu le match, parce que c'était un petit peu décousu. J'ai vu toute la première mi-temps, après j'ai dû partir parce que j'avais un match amical, donc au moment où j'arrive pendant l'échauffement, je regarde la fin, il reste 3 minutes, et je vois les 3 dernières minutes du match, et il y a égalité, il y a 66 partout, et derrière, on prend un tir à 3 points, on est à -3. Bon, c'est encore jouable. Je regardais avec mon fils, il me dit, tu penses qu'on peut encore gagner? Je dis, ouais, c'est encore jouable, etc. Derrière, il y a une possession vide, on marque pas. Et derrière, sur une excellente possession défensive, la Géorgie a pas de solution. On défend bien 23 secondes. Fin de 2 tirs. Jalen Howard qui saute. Faute sur le shooter à 3 points, 3 lancers francs. Et là, on se retrouve à -6. Et en fait, alors, on peut revenir sur le coup de sifflet. Je suis pas Ah, c'est-à-dire la sur faute, la, elle est dure, non? Elle a l'air des tribunes, elle a l'air un peu dure, Pas mais tant que ça, en fait. Il le fait sauter, le défenseur saute, le shooter prend le contact. Elle aurait été à n'importe quel autre moment du match, personne ne serait dit est-ce que c'est dur, pas dur. Moi, en tout cas, alors bien sûr, on peut y revenir. Est-ce qu'il saute droit, pas droit? Dans tous les cas, il a sauté. Et c'est pas du tout pour pointer du doigt Jalen Howard, c'est pour montrer à quelle vitesse ça va, en fait. Et là, tu te retrouves à -6. Et là, tu sais, vu les problèmes d'adresse extérieure de l'équipe de France, tu sais que c'est mort. Et en fait, ça s'est joué en un claquement de doigts. Et c'est ça le sport de très haut niveau. on va revenir effectivement sur l'adresse. D'abord, sur l'inexpérience. C'est vrai que moi, le ressenti là sur ce match, c'est qu'on a vu que c'était une équipe jeune quand même. C'est la plus jeune du tournoi, donc Ouais, tu veux évidemment, bien me c'est le aussi redire. la plus jeune encore en lice. Et ça s'est senti. Alors, on parlait justement off, je te disais, les joueurs NBA, quand même, on les remarque dans ce tournoi, tu vois, quand tu sens qu'il y a une classe d'écart, et pourtant, le jeu en Europe s'est tellement amélioré. Mais il y a physiquement quelque chose sur les joueurs NBA de chaque nation, et j'aurais pu dire entre guillemets, sauf les nôtres. Mais c'est un peu dur, c'est pas méchant contre nos joueurs NBA, mais juste nos joueurs NBA sont jeunes et ça se voit, ça sent que cette équipe est jeune, ça sent qu'elle a manqué d'expérience. D'ailleurs, c'est un point sur lequel les joueurs de l'équipe de France sont tous revenus après en interview en zone mixte. Mam Jaïté a même de manière très diplomatique souligné le fait qu'on était un peu naïf, tu vois, que l'équipe était un peu naïve dans sa manière d'opérer. Freddy Fotoux a aussi noté que c'était une équipe jeune et qu'il n'y a pas d'expérience à ce niveau-là, sachant que lui aussi, hein, c'était sa première compète. Mais voilà, l'inexpérience, je pense que ça a beaucoup pesé dans cette défaite de l'équipe de France. Ouais, clairement. J'ai vu. D'ailleurs, c'était vraiment très cool là. Tu faisais des petites vidéos récap après chaque match qu'on a pu mettre notamment sur Instagram et certains sur YouTube là, qui permettaient d'avoir une petite analyse du match. tu, Tu parlais notamment du manque d'alternance dans le jeu sur ce match-là. Effectivement, là, il y a une part
d'inexpérience dans le sens où il y a quelque chose qui marche pas et on continue sur ce qui marche pas en essayant de se rassurer par l'adresse extérieure et on sait à quel point c'est compliqué en fait l'adresse extérieure quand tu es dans le doute. Tu veux en mettre un pour te remettre dedans, mais c'est rarement comme ça vraiment que ça fonctionne. Et tu parles d'expérience. À l'inverse, tu vois, comment dire, Shengeila, qui est un super joueur, on le sait, hein, on sait que c'est un super joueur. La manière dont il a entamé ce match, c'est vraiment lui qui a mis finalement la Géorgie sur les bons rails tout de suite, avec justement beaucoup d'alternance, du drive, du tir extérieur, etc. Et j'ai pas eu le sentiment sur ce match-là, en tout cas, qu'un joueur ait eu la capacité de faire ça, en fait. Tu vois, de se dire, bon, bah, c'est une équipe jeune, il faut que je montre tout de suite ce qu'on va faire, parce que je pense que Shengeila, c'est le joueur le plus expérimenté en termes voilà, de matchs à enjeu, de gros matchs coup près, etc. C'est pas forcément lui, pour le coup, il joue pas en NBA, mais on a senti, par exemple, en équipe de France, et on le savait, et c'est pas... Comment dire, c'est pas grave, quelque part, je pointe personne du doigt, en fait, c'est juste un fait qu'il n'y avait pas vraiment un joueur qui pouvait, à coup sûr, endosser ce costume match après match. Gershon a essayé sur le début de match. Le début de match de l'équipe de France, il est cata. Et on pourrait presque dire que la France, elle perd déjà juste sur ce début de match. Alors, elle a réussi à remonter l'écart, hein. Il y a eu 7 ou 8 points d'écart. Au final, c'est un écart qui a été remonté. Mais ce début de match, il a donné le ton. Il était mauvais. On prend 5 lay-ups dans les 5 premières minutes. 5 paniers près du cercle. Pas forcément 5 lay-ups. 5 paniers près du cercle dans les 5 premières minutes. Il n'y a pas l'intensité qu'il faut. Et ça rejoint exactement tout ce que tu dis, en fait. C'est on n'attaque pas le match comme on devrait. Derrière, on se retrouve à courir après le score. La France, elle a mené 3 minutes au score sur l'ensemble de la partie. Et je pense que le gros de ces 3 minutes, c'est en début de troisième quart-temps, quand justement on a bien attaqué la deuxième mi-temps. Mais oui, il manquait sans doute ce gars-là. Gershon met parmi les premiers points, mais il est le seul autour. Il y a rien dans ce 5 majeur qui a finalement pas si bien fonctionné sur l'ensemble de la compétition, même si je comprends la logique d'avoir gardé ce 5. D'ailleurs, il a changé en début de deuxième mi-temps, c'est Sylvain Francisco qui démarre dans le 5 majeur. Juste sur les 3 points, sur le fait de continuer à shooter, il y a un moment, moi, où je me suis dit, ah, là, peut-être ça y est, c'est quand Rizaché, il met un 3 points je crois qu'il est dans le corner pour égaliser. Si je dis pas de bêtises, c'est pour égaliser et c'est enfin un 3 points, tu vois. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est peut-être le déclic. Mais derrière, ils en ratent 2 ou 3, voire 7 ou 8. Et là, ça y est, ça repart. Et oui, dans le manque d'expérience, pareil, effectivement, comme tu dis, d'avoir trop shooté et dans des moments où je pense qu'il n'y avait pas encore d'urgence, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de moments où on a voulu shooter à 3 points, comme tu dis, pour se rassurer, peut-être pour essayer de se relancer, alors qu'en fait, on n'a pas besoin. L'écart n'est pas problématique. Il n'est pas encore critique. Et juste marquer un panier, ça peut faire du bien parce qu'en fait, ça montre à la Géorgie, on est toujours là. Vous êtes devant, parce qu'on n'a pas mis un 3 points, donc vous êtes devant, mais on est là, on est au contact. Et tu vois que les Géorgiens puissent arriver à douter à un moment même de leur stratégie. Tu vois, tu nous laisses grand ouvert les 3 points, mais on met des paniers à 2 points. Donc, tu vois, il y a d'autres questions à se poser. On continue. Il y a pas mal de drives qui ont été mal conclus. Déjà, quand on a commencé à driver, c'est là où on est repassé devant. Pardon, je fais long. Et il y a un moment, on a refusé de tenter près du cercle pour ressortir, faire des kick-outs sur des 3 points. Grand ouvert, certes, mais on n'en mettait pas un seul. Donc, à un moment, il fallait quand même se poser la question. Bah, en fait, les tirs, moi, j'ai pas un problème avec le volume, en fait. C'est vraiment plus la nature des tirs. Parce que les tirs grand ouverts, il n'y a pas de souci. Mais ceux dont, notamment en deuxième mi-temps, il y a un paquet de tirs qui sont pas si ouverts que ça, en fait. C'est des tirs à 3 points qui sont pas si ouverts et tu as réussi à faire venir le défenseur. Alors c'est facile à dire de son canapé, de dire, voilà, c'est juste la manière dont je vois les choses et je pense que quand les joueurs et le staff reverront les images, ils se rendront compte qu'effectivement, les tirs n'étaient pas forcément si ouverts que ça et qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire et pour stopper l'hémorragie, aller provoquer des fautes, aller au contact, c'est souvent ce qui est... c'est là aussi une manière de stopper le chrono, de mettre la défense en difficulté, de donner une faute à l'adversaire, de mettre deux lancers francs pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit. C'est là où effectivement je trouve qu'on a manqué d'alternance, mais le volume me gêne. En fait, le volume me gêne rarement sur un match. C'est vraiment la manière dont les tirs sont générés. Il y a une chose, je voulais revenir. Tu parlais des lay-ups ouverts, et c'était vraiment pour moi après la blessure d'Alexandre Sarr. On a eu une difficulté sans nom à défendre sur les pick and roll. Et contre l'Islande, on a pris des paniers comme ça. Alors, il y avait un peu de relâchement, mais malgré tout, il y a certains paniers où on a concédé des lay-ups qui sont pas logiques dans l'absolu. Et on a vraiment j'ai eu le sentiment
notamment sur la défense de pick and roll, un problème sur toute la deuxième partie du tournoi, en tout cas après la blessure d'Alexandre Sarr. Au-delà de manquer de protecteurs de cercle derrière, j'ai trouvé que l'aide arrivait trop tard systématiquement. En fait, chaque fois, finalement, le défenseur qui venait en aide arrivait en même temps que le layup passait dans le filet. Okobo s'est fait prendre plein de fois sur ses aides, toujours un temps de retard. Je sais pas, enfin, je dis son nom, mais je ne sais pas, c'est pas ciblé Okobo, hein, mais c'était un exemple marquant parce que d'ailleurs, à un moment, Gershon lui a fait comprendre, mais mec, c'est à toi d'être là. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les Géorgiens, ils ont ouvert sur ça. Ils ont fait pick and roll sur pick and roll en début de match. Hein. C'était exactement. Et tu parlais de la jeunesse, et comme tu as parlé de la jeunesse et de Rizaché, parce que c'était une chose que j'avais notée, tu vois, sur le tournoi, mais c'est vraiment, je pense, l'apprentissage de ce niveau-là. C'est que c'est un joueur tout jeune. Les fautes, en fait. Tu vois, il y a tous les matchs, il se fait piéger. Et là, sur ce match-là, il prend 2 fautes très vite qui font qu'il est obligé de sortir. La troisième aussi très rapide quand il revient. Et la troisième, il rentre à peine. Et sur les 3, honnêtement, je pense que sur les 3, il y en a une vraie, quelque part. Et les 2 autres, c'est pas qu'elles sont pas là, c'est qu'il se fait piéger, en fait. Il se fait piéger par des joueurs plus expérimentés parce qu'il n'est pas habitué à la manière de siffler aussi à ce niveau-là. Et ça, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas... Enfin, c'est des axes de progression, quelque part. Mais sur la troisième, Gershon lui fait un geste un peu comme ça, genre mets ta tête dedans, quoi. Genre, pas réfléchis, mais c'est plus ou moins ça. Te fais pas avoir. Et oui, après Rizaché, je trouve, moi, j'aime bien le gars, donc je suis un peu biaisé, mais je trouve au moins dans l'énergie, il était là. Globalement, d'ailleurs, dans l'attitude, les Français étaient là, en fait. Manquait un peu de dureté, manquait un peu d'agressivité, mais ils ont pas, je sais pas comment dire. Ah si, il y a eu forcément un petit craquage, mais je ne sais pas comment formuler ce que je veux dire. L'attitude n'était pas mauvaise, en fait. Elle était peut-être pas complètement bonne, mais elle n'était pas mauvaise, j'ai trouvé, moi. Non, elle était pas mauvaise. Et ce que je disais de Rizaché, en fait, c'était parce que pour moi, ça a été un moment clé du match aussi. La deuxième faute qu'il prend, il est obligé de ressortir tout de suite. Ouais. Et je pense que ça a vraiment été un moment clé parce qu'au bout du compte, dans cette équipe jeune, qui manque d'expérience, je pense quand même, et je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants, qu'on avait, clairement le meilleur shooter sur la compétition en tout cas, et en fait ça nous a fait mal. C'est aussi, tu l'avais noté très justement dans un CQFR, sa capacité à changer de statut, de passer de défense à attaque sans perdre de temps, pousser la balle, se servir de ses qualités athlétiques. Et voilà, c'est tout ce qui nous a manqué, je pense, dans un match comme ça contre la Géorgie. On n'a pas eu des points faciles entre guillemets en transition, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir compter sur lui pour aller, enfin du moins pas suffisamment pour aller au rebond offensif, même si on a été plutôt bon au rebond offensif sur ce match-là. Et ouais, pour moi ça a été un des moments clés du match, cette deuxième faute en première mi-temps qui force Fotou à le faire sortir. Tu as parlé de l'absence de Sarr, mais si on remonte un peu, l'absence de Strazel, je le compte lui parce qu'on ne va pas compter les Gobert, Banyama, le sort, on le sait depuis le début. Strazel, il était parti pour y aller. Il y aura un débat d'ailleurs, il y a un journaliste serbe qui a posé la question à Freddy Fotoux, pourquoi ne pas avoir lancé Nadir Ifi. Allez, je fais une petite parenthèse vite fait sur Ifi. Le moment où il fait son match contre Israël, quand il fait 1 sur 9 dans un match tendu, je pense que c'est le moment où Fotoux il se dit dans les matchs durs, laisse tomber. Et Fotoux a dit ouais, je vais pas lancer mon joueur que j'ai pas fait jouer, etc. Je comprends pourquoi Fotoux pense comme ça. Des fois même en tant que joueur, on pense comme ça, pas Ifi, parce que Ifi il a peur de rien. Mais ne nous mentons pas. Si vous jouez au basket, ça vous est peut-être déjà arrivé. Quand tu joues pas du tout dans un match, si c'est un match serré ou si tu joues pas pendant longtemps, faut un caractère spécial pour avoir quand même envie de rentrer. Je sais qu'il y avait il y a un joueur ancien joueur NCAA qui en a parlé et qui expliquait il jouait très peu et qu'il était au point où des fois en fait il espérait ne pas rentrer parce que c'est difficile, c'est trop tendu. Et voilà, je sais que moi-même ça m'est déjà arrivé. Alors je pense que c'est pas qu'à moi que c'est déjà arrivé. Des fois, voilà, si tu joues pas pendant une longue période, pendant 15-20 minutes, t'es pas sur le terrain, la fin de match commence à être serrée. T'as presque pas envie de rentrer, tu te sens plus dedans. Alors après voilà, Ifi c'est encore très spécial. Je pense qu'Ifi il aurait eu peur de rien quoi qu'il arrive. Mais voilà, Fotoux, je pense que le moment où Ifi se trouve contre Israël, il se dit quand c'est serré, il rentrera pas quoi. Et j'ai commencé sur Strazel. Pardon, je disais Strazel aurait fait du bien. Il aurait sans doute amené du leadership et de l'alternance dans le jeu, tout ce que tu disais. Tu vois. Après, honnêtement, sur une compétition internationale, d'habitude,
il y a 12 joueurs, mais il y en a deux qui jouent quasiment pas. C'est Ouais. souvent comme ça que ça se passe. Là, il se trouve que par la force des choses, et j'ai trouvé que c'était intéressant, Frédéric Fautoux avait fait le choix d'ouvrir beaucoup son banc, de faire jouer un peu tout le monde, du moins jusqu'au match contre Israël. Et un joueur comme El Nadirifi qui a d'énormes qualités, c'est aussi un joueur très spécial. Pour moi, c'est un joueur de rupture. Tu sais qu'il va pas... Il va rentrer, il va prendre ses tirs, et si ça marche, c'est très très bien. Et c'est super, et ça peut faire exploser une équipe adverse. Mais s'il marque pas ses points, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'autres comment dire, secteurs du jeu à ce moment-là en équipe de France, dans ce contexte-là, dans lesquels il peut t'apporter. Donc c'est toute la difficulté, je pense, de manager un joueur comme Nadir Hiffi. Eli Okobo, c'est pas la même chose. Tu vois, il a quand même plus d'expérience, un volume de jeu un peu plus large, je pense, à ce stade. Mais Mm. quelque part, c'est un petit peu, entre guillemets, un petit peu pareil, dans le sens où c'est un joueur qui peut débloquer des situations. Mais si jamais il parvient pas à les débloquer, comment dire, c'est dur de le dire parce qu'en fait j'ai peur que mes propos soient vite considérés comme étant péjoratifs, mais c'est pas ça en fait. Ouais, voilà, c'est des joueurs de rupture en fait. C'est des joueurs de rupture et quand tout se passe bien, c'est parfait. Mais si ça se passe pas bien, c'est dur derrière de. C'est pas forcément des joueurs qui peuvent, par d'autres éléments de leur jeu, je trouve, euh, permettre à une équipe de sortir d'une mauvaise passe si offensivement ça se passe pas bien pour eux. Si, je vois tout à fait ce que tu, je vois tout à fait ce que tu veux dire. De toute façon, la création reposait beaucoup finalement sur Okobo, sur Francisco aussi avec son dynamisme. Mais on a manqué sans doute un peu de solutions. Si on revient à l'alternance, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette première mi-temps qui se passe pas très bien, les rares moments où ça se passe bien, c'est quand on essaye de mettre la balle à l'intérieur. Et quand je dis balle à l'intérieur, je parle pas que de post-up en fait. Je parle juste d'une touche à l'intérieur quelle qu'elle soit. Des fois, il y a un moment où JT, tu vois, il a la balle, il n'y a pas de post-up, il va la passer direct. Il a une passe immédiate pour JT, qui a été l'un des rares bons Français sur ce match, ou très bon, ça dépend où vous placez le curseur. Il passe la balle à Howard qui coupe direct depuis le dunker spot, tu vois, ligne de fond. Il y a juste des petits détails comme ça. Gershon a joué un post-up, il a provoqué une faute. JT a mis des paniers dessous. Bref, à chaque fois qu'on a essayé de faire un peu ce relais, quel qu'il soit, quelle que soit la manière, après c'est vrai que les Géorgiens ont aussi bien bouclé l'accès à la raquette et ils avaient de la taille, ils sont physiques, ils jouent très dur. Nous, on est athlétiques, on n'est pas les plus durs du tournoi quand même. Eux, ils jouent dur. Eux, les Géorgiens, ils jouent dur. D'ailleurs, l'usure sur laquelle on mise, à juste titre, ça marche moins bien contre une équipe comme ça. Eux, tu vois, ils tiennent le choc en fait. Ils tiennent le choc. Et juste, j'allais dire que cette alternance, faut qu'à un moment on revienne sur le 3 points, mais vas-y, pardon, je te laisse enchaîner. Non, mais j'allais y venir parce qu'en fait, ça marche moins bien, surtout si t'es maladroit. Parce que Ouais, voilà, si tu les forces à faire les efforts, parce que c'est une équipe qui se bat en fait. exactement. Et si tu Faut les qu'ils aient forces besoin à de aller faire les recouvrir. Ouais. efforts et que tu plantes, il y a un moment, Ouais. tu décourages l'adversaire parce qu'eux, ils savent que quand ils vont repartir en attaque, on va les fatiguer aussi, qu'il n'y aura rien de Oui, ils ont simple. besoin de Et, courir. voilà, exactement. Et c'est là que c'est très dur. Après, sur le manque d'alternance, il était clair, mais il faut revenir aussi sur. Faut regarder l'effectif qu'on avait. On manquait trop de. Une fois que. Déjà, avec Alexandre Sarr et Mam Jaïté, on savait qu'il manquait quand même un autre intérieur au moins. Une fois qu'Alexandre Sarr a été forfait pour le tournoi, ça déséquilibrait trop les choses. Honnêtement, tu vois, il y a un moment, c'était pas simplement que l'équipe a pas voulu faire les efforts ou a pas voulu faire, c'est juste qu'on était quand même trop limité en nombre de joueurs et que je suis d'accord avec toi, Mam Jaïté a été vraiment bon sur ce match-là. Il a été globalement très bon sur tout le tournoi. Il a été en tout cas irréprochable, je pense, dans les efforts et ce qu'il pouvait apporter. Mais j'ai énormément de respect pour Mam Jaïté. C'est pas du tout une critique, mais je pense pas que tu puisses considérer que Mam Jaïté aujourd'hui est l'un des meilleurs intérieurs au niveau international. En fait, on manquait quand même Bien sûr. d'autres joueurs d'impact et de talent sur ce poste-là. Bien sûr, et il est dans la hiérarchie, il est bien plus bas sur nos intérieurs. D'ailleurs, il le sait, je pense. Et je vais lui rendre hommage parce que déjà, il a fait un très bon match. Il est resté dans son rôle. Il a éteint Bitadze, faut le dire. Goga Bitadze, qui était le meilleur marqueur géorgien. Alors là, on a vu Baldwin, on a vu Şengela, on a vu Mamouchkashvili à la fin. Donc on peut se dire, bah ouais, au final, on peut oublier Bitadze. Mais leur meilleur joueur jusqu'à ce match, c'est Bitadze. Et Bitadze, il n'a pas existé et parce que déjà été dans l'impact physique a été tellement présent. Et je veux lui rendre hommage aussi à la manière en fait dont il a répondu en
en zone mixte. Moi, je lui ai posé une question un peu sur l'alternance. C'est là que tu vois que c'est un vétéran. Je pense qu'il y a des jeunes qui auraient pu répondre soit pas du tout, soit beaucoup trop directement. Mais tu vois, il a été très diplomate dans sa manière d'expliquer que l'équipe de France a été un peu naïve collectivement. C'est ses mots. Ça, c'était ses mots pour une autre question d'un confrère. Mais derrière, de dire que oui, il aurait bien voulu avoir un peu plus la balle, mais tu vois, il ne va pas le crier sous tous les toits, il ne va pas le mettre trop en avant. Il y a quand même un moment, il a mis un petit coup de pression à Okobo. D'ailleurs, je reviens sur une situation dans le match, je ne sais pas si elle se voyait vraiment à la télé, mais il a pris la position, tu vois. Il est bien placé et Okobo lui dit de bouger. Okobo lui dit de bouger pour aller jouer sa possession 1 contre 1. Et derrière il y a eu une discussion. Sur le retour en défense, il y a eu une longue discussion entre les deux quand même. Donc voilà, il a reconnu qu'il allait avoir un peu plus la balle. Et pourquoi je viens sur la manière diplomatique d'expliquer, c'est ce qu'il dit ensuite. Il dit « Cette équipe aura des regrets si elle n'apprend pas. » Donc tu vois, il s'exclut, mais il s'exclut pas. Il s'exclut du groupe futur, tu vois. Il a bien compris qu'il serait plus là. Pas bête, Jaïté. Il sait très bien où il est dans la hiérarchie. Et il explique que voilà, il y a eu de la naïveté, il y a des choses à apprendre, et notamment dans l'alternance, dans la manière de jouer, dans la manière d'aborder un match en jeu. Mais il le dit de manière très diplomatique, de manière très intelligente, sans exprès. Tu sens qu'il est frustré, ça se voit, tu vois, qu'il est frustré par la défaite, mais aussi frustré un titre individuel. Mais il sait la mettre de côté, en fait. Il sait la masquer. Et pour revenir sur cette alternance, maintenant, la stat 6 sur 36, elle est terrible quand même. La maladresse à 3 points de l'équipe de France, elle est terrible. Et je vais t'en donner une autre. Je fais long. Je t'en donne une qu'on m'a envoyée. C'est Yvan qui me l'a envoyée. Alors, ça vient de Jordan 106 sur Twitter. Les équipes françaises à 3 points cet été. Senior, 28%. U20, 24%. U19, 27%. U18, 31%. U16, 22%. Sur 60 joueurs, seulement 8 ont shooté à plus de 35% avec au moins 2 tentatives par match. 8 sur 60 et c'est que les masculins. Ça prend même pas en compte les filles qui ont fait 5 sur 30 le jour où elles perdent leur demi-finale à l'Euro. À 3 points. Qu'est-ce qui se passe? Comment on est aussi maladroit? À un moment, il faut se poser des questions quand même. De toute façon, tu peux pas espérer gagner au haut niveau maintenant. On le sait très bien que c'est une des premières choses même que regardent les coachs parfois quand ils rentrent au vestiaire. Ils vont regarder je vais même pas dire, ça commence par, ils regardent même pas forcément le nombre de paniers marqués, ils vont regarder le nombre de tirs à 3 points pris, et ensuite bien sûr, le nombre de 3 points marqués. C'est une notion voilà, qui est essentielle dans notre sport aujourd'hui. Et là, depuis le début de la compétition, on a été catastrophique. Alors, c'est pas simplement pour le singulariser, mais je vais donner l'exemple de Théo Malédon qui met un tir à 3 points sur l'ensemble de la compétition, 1 sur 16 pour ton meneur titulaire. Dans le basket moderne, en fait, c'est pas possible, en fait. Tu vois, tu peux pas réussir, en fait, à ce niveau-là avec des stats aussi indigentes. Après, on sait que ça a globalement toujours été, ça n'a jamais été le point fort de l'équipe de France, l'adresse à 3 points. Faut pas se leurrer non plus. On a d'autres armes qui nous permettent notamment, ou qui nous permettent habituellement de dominer, notamment en catégorie jeune, sur nos qualités athlétiques de défense, relance, etc. Mais on a vu cet été, effectivement, c'était un été catastrophique, que ça suffisait pas forcément toujours, et que voilà, d'autres équipes progressaient aussi sur ces aspects-là, et qu'il fallait se poser les bonnes questions. Maintenant, voilà, on sait aussi que l'adresse à 3 points, tu vois, si tu dis sur les U16, bon, bah, effectivement, c'est problématique, mais le tir à 3 c'est aussi quelque chose dans lequel tu es censé progresser dans l'âge. Donc, notre équipe de France masculine senior, elle est très jeune. Je doute pas qu'il y a des joueurs qui vont progresser dans ce registre-là, et c'est ce que tu disais, en fait. C'est lié aussi à notre manque de domination à l'intérieur. Parce que plus tu domines dedans, plus tes tirs à 3 points, ils vont être ouverts derrière. Donc, c'est vraiment ce côté où c'est soit tu es dans un cercle vertueux, tu domines de l'intérieur, tu ressors sur des shooters à 3 points qui mettent dedans, ils sont en confiance, du coup ils continuent de mettre dedans, du coup tu vas réouvrir des espaces pour tes intérieurs, soit tu es dans un cercle vicieux où bah, t'as pas la capacité de dominer dedans. Du coup, quand les ballons ressortent, tous les tirs sont contestés, tu mets pas dedans. Du coup, la défense peut rester sur les shooters et ça peut se permettre, au contraire, de pas sortir fort sur les shooters. Tu te mets pas en confiance et tu peux plus remettre la balle dedans parce que le jeu est complètement bloqué. Et j'ai l'impression que c'est là-dedans qu'on s'est retrouvé. Ouais, bien sûr qu'il y a une histoire de cercle vertueux et de cercle vicieux. On peut prendre à l'échelle de cette équipe, à l'échelle de ce match, on peut choisir en fait l'échelle. Soit tu prends que sur ce match, soit tu prends sur l'équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Et si on prend à l'échelle globale, c'est pour ça que j'ai donné un stade global, je pense qu'on a un problème
sur le tir quand même à un moment. Et tu vois, tu parlais des catégories jeunes. Voilà, on a déjà commencé à aborder à chaque fois le sujet. Et là, c'est pas le sujet de ce CQFR, mais de la stratégie employée. Je pense que notre formation en France est quand même, elle est reconnue, extrêmement reconnue. Elle est brillante sur plein d'aspects. Juste sur cette capacité, sur les équipes de jeunes, sur les qualités athlétiques, je pense que ça va faire de moins en moins la différence. Déjà parce que toutes les nations commencent à avoir des qualités athlétiques de plus en plus. Euh, Même des nations qui historiquement ne se reposaient pas là-dessus commencent à gagner en potentiel athlétique, en plus d'avoir du fond de jeu, plus d'adresse, des meilleurs fondamentaux techniques au niveau du tir, au niveau offensif. Et il faut se méfier. Moi, je pense qu'il faut se méfier. On aura sans doute toujours les meilleurs athlètes ou le plus gros potentiel athlétique en tant qu'équipe. On le voit, le nombre de joueurs NBA qu'on envoie, le nombre de profils NBA. D'ailleurs, envoyer des joueurs NBA, c'est souvent une question de potentiel et de profil. Je le disais, tu vois, je refais la boucle, je reviens sur ce match, je reprends l'échelle du match. Je trouve que moi, de ce que j'ai vu à Riga, donc j'ai vu 8 huitièmes de finale, j'ai vu 8 matchs. Les joueurs NBA m'ont semblé dominants dans 7 des 8 matchs. Dans 15 des 16 équipes, sauf la nôtre, quoi, en fait. Sauf la nôtre. Et tu vois, un garçon comme Bilal Koulibaly, il est intéressant, mais il y a du potentiel, mais c'est pas encore exploité pour l'instant. Justement, le bagage technique, il va falloir l'apporter. Il y a les qualités athlétiques et la taille qui font que et la volonté, hein, la défense, pas du tout une attaque envers Bilal, tu vois, qui font que tu te dis, ok, il y a un joueur NBA potentiellement intéressant. Là, dans ce match, il n'existe pas, Bilal. Il joue 20 minutes, il met 0 points. Et je sais pas, je sais pas combien de tirs il prend, peut-être 2. Tu vois, il n'existe pas dans le match, Bilal. Ouais, En 3 tirs. attaque. Il n'existe pas en attaque, pardon. Il faut que je sois plus honnête quand même, honnête intellectuellement. Et à un moment, ouais, voilà, il y a des questions à se poser quand même. Ouais, je suis Après, d'accord. on est jeune. Pardon. Mais sur les aspects formation, la formation française est bonne quand même. Je pense qu'effectivement, Ouais, je pense qu'elle est très bonne. Moi, je dirais que c'est très bonne, pardon. C'est peut-être pas tant. Je me dis pas tant, il faut tout revoir. C'est plus, moi, c'est sur la sélection, en fait, que je me pose des questions. Sur quel joueur on sélectionne, à quel moment. Parce qu'en fait, quand tu regardes ce qui a longtemps été quand même le prisme numéro 1 de la sélection en France, c'est sûr, le potentiel physique. Et ce qui m'attriste à titre personnel, c'est que ce prisme-là, on le retrouve même à des niveaux amateurs, voire faibles amateurs, où on va toujours privilégier un grand athlétique à un petit qui a du ballon, globalement. Enfin, je fais un schéma. Et effectivement, je pense que c'est dans la grille de sélection, en fait. Je pense que dans la grille de sélection et de détection, c'est ça le terme que je cherche, on passe à côté de profils. Des profils qui sont peut-être pas aussi athlétiques que les autres, qui n'ont peut-être pas le potentiel athlétique All-Star NBA. Je dis juste potentiel athlétique. Enfin, si on regarde les All-Star NBA, globalement, il n'y a pas de mec non athlétique, tu vois. Donc, cette donnée-là, elle est importante au très haut niveau, mais qu'on passe à côté de jeunes, notamment, qui, finalement, auraient pu ou pourront peut-être gommer le retard de développement physique sur la durée, mais par contre, qui, dans l'adresse, dans le sens du jeu, dans la réactivité, dans la lecture, sont en avant. Et sont en avance, mais le problème, c'est que ces choses-là, elles sont plus difficilement quantifiables. Plus difficilement quantifiables. La détente, tu fais faire des sprints, tu fais faire des exercices de détente pour mesurer qui saute le plus haut, c'est plus facilement quantifiable. Le reste, moi, je pense quand même qu'on passe à côté de certains profils en France. Je suis d'accord avec toi, mais j'ajouterais, mais ok, maintenant, imaginons, on a un choix, tu vois, le mode parce qu'au final, le nombre de joueurs qu'on envoie à la draft valide d'une partie de notre formation, Moi, ce que je me demande, c'est aussi pourquoi ces joueurs-là, qu'est-ce qui fait que tout ce dont on parle... Alors, le sens du jeu, c'est parfois difficile à enseigner, mais le tir, il y a un aspect mécanique derrière le tir, tu vois. Comment ça se fait que le tir, comment on n'arrive pas à former plus de shooters? Pourquoi après, c'est une question pour des formateurs. Et les formateurs, encore une fois, moi les formateurs, et j'ai eu la chance ces derniers temps de parler avec beaucoup de formateurs français, on a vraiment de la qualité de formation. Mais pourquoi nos athlètes, à un moment, n'ont pas un meilleur tir? Je vais le tourner comme ça. C'est peut-être une question un peu naïve de ma part,
Mais c'est fou, tu vois, j'ai donné la stat sur l'ensemble des compétitions jeunes masculines. Et là, on le voit en équipe de France. On a quand même un paquet de tirs grand ouverts, quoi. Après, si tu regardes, toutes les équipes n'ont pas que des shooters non plus, finalement. Si tu regardes, tu vois, si on veut, Non, si bien on sûr. veut dézoomer, imaginons qu'il y ait eu Evan Fournier en équipe de France, c'est devenu un Oui, très bon shooter longue distance. Zachary Rizaché, c'est extrêmement prometteur. C'est déjà bien peut-être sûr. l'un des meilleurs shooters qu'on a. Tu vois, Sylvain Francisco, donc là, effectivement, il est maladroit sur ce match-là. C'était malgré tout l'un des plus adroits sur le tournoi pour nous de loin. Ouais. Il a dû en Okobo faire est trop. capable de mettre des 3 points, bien sûr. Voilà. C'est que là, il y a eu aussi un contexte pour cette équipe de France. Je parle pas des autres équipes de France dont tu parlais, Bien sûr. Antoine. Il y a un contexte qui est quand même particulier, quoi. Et tu vois, Théo Malédon, je sais que c'est un meilleur attaquant que ce qu'il a pu montrer sur cette tournée, finalement. Bien sûr, puis Wembanyama aussi met des 3 points. En fait, c'est ça le plus fou. On a des joueurs capables de mettre des 3 points. Après, il y a différents. Tu vois, Francisco et Okobo, ils les mettent d'une autre manière, en fait, leurs tirs, je Hmm. trouve. Mais parce que là, on a C'est eu plus des plein de tirs en scoreurs que des solo. shooters, Ouais, finalement. voilà, exactement. C'est plus des scoreurs. Je Hmm. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, ce match va laisser des regrets. Je te propose qu'on essaye de faire maintenant. On a déjà commencé à faire un bilan, mais juste, il y a la déception. On l'a dit tous les deux. Il y a la déception en plus quand tu vois la partie de tableau dégagée. Ah Mais ouais. d'un côté, toi comme moi, nous tous, en fait, on s'attendait pas non plus à un titre de l'équipe de France. Moi, je la voyais capable d'aller dans le dernier carré, mais je pense que j'avais été un peu naïf sur l'inexpérience notamment. Je pense que je les avais vus un peu trop beaux. Peut-être parce que l'attitude globale de cette équipe me plaît. J'aime bien quand même. D'ailleurs, un truc sur Fotoux sur lequel je fais pas forcément attention quand je regarde à la télé, il encourage constamment ses joueurs. Moi, je trouve ça chouette. En fait, je trouve ça vraiment sa manière d'être avec ses joueurs, j'aime bien, ça me plaît. Après, voilà, chacun peut avoir J'aimais bien Vincent Collet aussi pour le coup. Mais voilà, la manière dont il drive son groupe me plaît. Ce groupe me plaît. Ah si, pardon. Avant qu'on parle du bilan, mais on peut faire les deux en même temps. On peut parler quand même un peu d'Isaiah Cordinier. Ouais. Moi, j'ai été très surpris qui ne rentre pas. Je sais, voilà, on a eu des discussions entre journalistes. Cordinier, il fait pas un bon euro. Ça, je suis d'accord. Mais dans ce match-là, alors il termine avec le moins bon plus-minus. Mais il est dans le 5 majeur en même temps. Donc il est là sur les minutes, sur les premières minutes, ça a mal démarré. Mais il y a 4 mecs avec lui, tu vois, à ce moment-là. Mais Cordinier, donc il joue que 9 minutes. Il joue quasiment pas en deuxième mi-temps. Et le plus fou, c'est que je trouve que dans le passage en deuxième mi-temps, à un moment où ça marche bien, Cordinier, il est là. En tout cas, dans l'attitude, je le trouve bon. J'étais surpris qu'il ne rentre pas. On parle quand même du mec qui a été le leader offensif, sans être le meilleur marqueur, mais le leader offensif d'une équipe qui a fait finale des JO et qui n'est pas passé loin de taper Team USA. Les Américains, ils connaissent Cordinier maintenant. Ils savent qui il est. Et au final, sur cet euro, il n'a pas eu du tout le même statut. Et entre Collet et Fotoux, lui, il est le perdant. Alors, Okobo est le gagnant du changement de sélectionneur. Lui, il est le perdant, en fait. Après, Cordinier avait pas un statut comme ça avec Collet. Il a gagné vraiment Il ce a galon gagné. sur Exactement. un match clé aux Jeux Olympiques où tu vois, il n'était pas parti non plus pour être un cadre de l'équipe avec Collet, quoi. Il faut le reconnaître. Alors, je trouve ça même un peu dur, moi, quand on dit qu'il n'a pas fait un bon euro. Je vois, il a joué 13 minutes par match. C'est peu, hein, 13 minutes par match. Si tu regardes, Ouais. en gros, il commence les matchs, il commence parfois les troisièmes cartons, et c'est ce que tu dis, il a très peu de deuxième passage. Moi, je trouve que quasiment tout le temps, ça a été celui qui donnait le ton défensivement. Et que le troisième carton dont tu parles, là, ce qui a été le meilleur moment, le moment où l'équipe de France a le mieux joué, c'est le début du troisième carton dans le dernier match contre la Géorgie. Et pour moi, il aide, vraiment, il participe à cet élan, à cette dureté, à imprimer un rythme et donner de la dureté tout de suite. Et moi non plus, j'ai pas trop compris pourquoi finalement il avait peu joué, mais pas que dans ce match-là, il y a d'autres matchs où je l'ai pas forcément compris non plus. Après, c'est des questions effectivement de comment dire de rotation, c'est des choses qui ont dû être discutées avec le staff. Et alors je veux pas trop en faire parce que c'était sa première campagne, mais je pense il faut pas on peut pas sous-estimer à quel point le forfait d'Alexandre Sarr a complètement déséquilibré tout le reste de l'équipe, en fait. Parce que ça t'oblige à revoir toutes tes rotations quand tu as un joueur comme ça qui manque. Et je pense vraiment que pour moi, ça a été l'un des éléments les plus déterminants, comme toi, en fait. Une fois que la Serbie est sortie, je me suis dit qu'il y avait, en théorie, une voie qui pouvait nous emmener en demi-finale, mais je me le serais vraiment dit si on avait eu Alexandre Sarr.
C'est-à-dire que là, il y avait quand même rien de garanti. Quand on a vu qu'on prenait la Géorgie, je me suis dit, bah, c'est pas mal parce que c'est quand même un adversaire qui a notre portée, mais c'est pas un adversaire contre qui on peut arriver en se disant, bah non, c'est sûr, on va passer, on va jouer le quart de finale. Et même sur la première mi-temps, on échangeait des messages. Antoine, tu vois, quand on était derrière, moi, je me disais, bah, c'est même pas si mal, en fait, il faut être dans le coup. Tu vois, limite, si on avait pris 15 points d'avance dans le deuxième quart-temps, alors finalement, on a perdu malgré tout, mais ça m'aurait plus inquiété parce que je me serais dit, là, il va y avoir du relâchement. En face, c'est une équipe dure qui va pas se laisser taper comme ça. Et on aurait aussi pu s'ouvrir, enfin, s'exposer à des désillusions. Mais pour les coordonnées, je sais pas, ça serait intéressant d'avoir l'avis de Frédéric Fautoux là-dessus précisément, savoir si c'est son niveau de performance, si c'est aussi, parfois, malheureusement, c'est le fait que t'es compatible avec tels autres joueurs, et si tels autres joueurs sont pas bons, tu peux pas les mettre sur le terrain, bah toi non plus t'es pas sur le terrain, et finalement c'est pas forcément uniquement de ta faute, c'est juste que t'es plus la pièce du puzzle qui correspond à ce dont on a besoin à un instant T. Et du coup, si on est à l'échelle de la compétition, je dirais que pour moi, l'Euro est pas forcément une réussite, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un échec. Je serais dans une zone neutre. Ça aurait été bien quand même d'accrocher au moins un quart de finale, c'est sûr, de jouer au moins deux matchs à élimination directe. Mais dans l'ensemble, les bases sont intéressantes. Voilà, je vais le tourner comme ça. C'est pas la joie absolue, hein, surtout on vient de perdre contre la Géorgie, mais les bases sont intéressantes. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Faut se rappeler encore une fois ce qu'on se disait en début de compétition. À un moment, faut pas se laisser oublier ça trop facilement. Moi, j'ai beaucoup aimé les choses que Frédéric Fautoux a montré. Finalement, on a été pénalisé parce qu'on s'était dit, c'est cool, il y a beaucoup de partage de ballon, il y a du mouvement, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas une hiérarchie claire, parce que de toute façon, il n'y a pas des joueurs qui s'imposent d'eux-mêmes comme étant, offensivement en tout cas, les leaders offensifs à coup sûr, mis à part Gershon. Après, c'était très fluctuant. Donc finalement, ce qui nous a servi par moment a fini par nous pénaliser. Et on l'avait dit, c'est pareil en NBA, quelque part, tu vois, des équipes de saison régulière où ça fonctionne parce qu'il y a un super beau collectif, etc. La balle circule, tout le monde peut. Il y a 3 joueurs qui sont à plus de, je sais pas, 15 points. T'arrives en playoff, il y a un moment, il faut que tu saches à qui tu vas donner la balle et que ce joueur-là soit capable de performer à chaque fois. Et là, c'est ce qui nous a manqué. Par contre, on sait que ces joueurs-là, on les a, en fait, dans notre... Ils font partie du paysage, qui vont revenir à un moment. Et là, cette première compétition, elle a montré qu'on avait quand même beaucoup de joueurs de qualité qui pouvaient se mettre au service d'un collectif. Et moi, je pense que comme toi, je suis déçu qu'on n'ait pas au moins joué un quart de finale, même sans Alexandre Sarr. Et parce que je pense que c'était dans les cartes pour nous. C'était vraiment envisageable. Par contre, faut pas acheter... faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a vraiment plein de choses positives à conserver pour la suite. C'est absolument horrible comme métaphore. C'est vrai, c'est complètement fou cette phrase. mais je connaissais. Mais ouais, il y a... Bon, on sait quoi, Mbanyama va revenir. Voilà, portons-le comme ça sur le joueur, le go-to guy. Et je pense que quand Wembanyama, Sarr et Rizaché seront ensemble, parce que Rizaché et Sarr, tu sens qu'il y a quelque chose quand même. Tu vois, ils n'ont pas été draftés 1 et 2 par hasard. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité de cette draft, etc. Il y a quelque chose chez ces deux garçons. Tu rajoutes Wembanyama dans le lot et du coup, eux se retrouvent dans un rôle de complément. Là, tu te dis, ouais, quand même, c'est bon courage. Ça peut être très intéressant. Je rajoute juste, tu as mentionné Gershon, petite scène de coulisses. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu la vidéo où Gershon met un petit coup de pression gentillet à un journaliste. Je vais essayer de vous décrire un peu quand même la scène en zone mixte. Donc la zone mixte, c'est une zone où les journalistes peuvent poser des questions aux joueurs qui viennent de sortir. C'est la fin du match, ils sont encore très à chaud. Il y a un couloir, c'est un espèce de couloir dans lequel on va poser aux questions. Et donc tout le monde s'agglutine là, les journalistes, et on pose des questions aux joueurs qui veulent bien s'arrêter. Évidemment, après les défaites, les joueurs ne s'arrêtent pas toujours. D'ailleurs, chapeau aux Français quand même, hein. Ils savent qu'il y a des journalistes. Les Serbes, je peux vous dire qu'hier, il y en a un seul qui s'est arrêté.
C'est Dobric, avant-hier. C'est le seul Serbe, alors qu'il y avait une armée de journalistes serbes. Il n'y en a qu'un seul qui s'est arrêté, c'est Dobric. Tous les autres, je veux dire, Jokic, c'est le premier qui est sorti. Il est passé devant, il avait une tête. Il n'y a personne qui a osé dire Nicolas en levant le doigt. Il allait tout droit. Et bref, donc tout ça pour dire, dans cette fameuse zone mixte, les Géorgiens, très contents d'avoir gagné. C'est un exploit pour eux quand même de se retrouver en quart de finale. Je pense que ça leur est jamais arrivé. Je pense qu'ils ne sont jamais retrouvés dans le top 8, la Géorgie, hein, sur une compétition. Donc gros exploit. Ils ont célébré très très fort de la sortie du terrain jusque dans la zone mixte. Ils ont fait beaucoup de bruit. Ça a beaucoup frustré les joueurs de l'équipe de France. Et il faut savoir que cette zone mixte, donc ce fameux couloir, ensuite les joueurs le re-empruntent, mais derrière un rideau, derrière un espèce de mur où on ne peut pas voir, pour aller au vestiaire. Donc dans la partie zone mixte, donc déjà les Géorgiens ils sont passés en gueulant, il y a les Français qui étaient là dépités, ils avaient déjà du mal à le vivre. Je vais après revenir au coup de pression de Gershon. Et donc derrière, quand on les voit plus, les Géorgiens, quand ils passent de l'autre côté du couloir, ils tapaient sur les murs du truc. Ils étaient en train de taper. Et tu vois, il y a là la frustration. Si tu as des joueurs méchants, ça peut partir en bagarre en fait. Je vais le tourner comme ça. Si tu as des joueurs méchants qui vivent très mal, très mauvais perdants, il peut y avoir des patates qui partent. Vraiment. Et d'ailleurs, Rezaché, pendant son interview, à un moment, il y a trop de bruit des joueurs géorgiens, tu vois. Il se retourne, il fait un petit type, il y a un petit regard comme ça de... Il a envie de mettre des claques, tu vois. Mais bon, c'est un garçon bien éduqué, très gentil. Donc, il se retourne et il fait son interview. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec parler avec une voix si basse, c'est exceptionnel. J'ai réécouté l'enregistrement, je n'ai rien sur l'enregistrement de Théo, je n'ai rien, il parle trop bas. Ce qui est quand même exceptionnel, on a le micro là, il parle trop bas, mais bref. Et donc Gershon, il n'y a pas que les joueurs géorgiens qui ont célébré, il y a aussi les journalistes géorgiens qui ont célébré. C'est une bonne guerre, ça arrive. Après, normalement, on a quand même une espèce de déontologie qui fait que nous, on doit se comporter différemment. Il y a quand même des journalistes géorgiens qui ont carrément le maillot de la Géorgie. Et Gershon, à un moment, il a quand même, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, il dit à un journaliste, allez sur basketsession.com d'ailleurs, il dit non, mais calme down là, mec. On est en train de parler, je suis en train de faire une interview. T'es journaliste, t'es pas joueur. Calme-toi, tu vois. Et je pense que le coup de pression est lié à l'attitude des journalistes, mais aussi à celle des joueurs, qui ont célébré très très fort dans les oreilles des joueurs français en passant juste derrière eux pendant les interviews. En mode, ils se tapaient. Enfin bon. Après voilà, ils ont gagné, mais c'était une scène un peu lunaire, pas inhabituel, tu vois, je veux dire, ça peut arriver, mais un peu spécial quand même. Je sais pas si tu as vu, parce que Mamou a dit qu'il avait envoyé un message à Victor Wembanyama en lui disant voilà, qu'il avait tapé l'équipe de France et que même si lui avait été présent, ils auraient quand même tapé l'équipe de France. On en reparlera peut-être. Ouais, j'en suis pas si sûr. C'est pas pour faire moi, je suis pas chauvin, franchement. Si vous suivez les CQFR depuis un moment, je suis pas partisan de l'équipe de France. Mais je pense qu'avec Wembanyama, cette équipe, elle a un plafond complètement différent. Ça n'a rien à voir. Surtout un Wembanyama qui a encore un an de plus par rapport au JO. Bon, après, voilà, on en reparlera effectivement. Dans 2 ans, il y a une Coupe du Monde. La France a des axes de travail, je pense. On a des idées. Freddy Fotoux, j'ai vraiment plutôt confiance en lui, moi, de ce que j'ai vu. Après, c'est très hautain de dire ça. Tu es un simple journaliste, un simple passionné de basket. Tu parles d'un mec qui a été pro, qui a été international, et qui est coach. Tu dis, ouais, j'ai confiance en lui. Ouais, merci, mec. Ça me fait plaisir. C'est fou que tu vas dire, ouais. C'est bon, Antoine, il a confiance en moi. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est je trouve qu'il y a des raisons d'être confiant sur cette équipe de France. Ouais, juste 2 petits mots sur ce que tu disais, effectivement. Moi non plus, je suis pas. En fait, je trouve que voilà, les Géorgiens, ils avaient tout à fait le droit de célébrer. C'est finalement, tant que c'est fait dans le respect, c'est le droit du vainqueur hein, d'être content. Eux, ils ont battu une équipe qui a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est une nation quand même qui existe rarement vraiment au plus haut niveau européen. C'est pas méchant ce que je dis, mais simplement voilà. Donc je comprends qu'ils aient été vraiment heureux de vivre cet événement. Et ce que tu disais sur la neutralité des journalistes en zone de presse sur ces compétitions-là, c'est vraiment assez drôle parce que tu vois aussi parfois c'est un peu le choc des cultures. Et effectivement, voilà, les pays d'ex-Yougoslavie ou de Lituanie, ils sont en tribune, parfois ils ont les maillots de leur équipe nationale, certains parfois sont à 2 doigts de sortir des écharpes ou des drapeaux, franchement, c'est assez marrant, tu vois que c'est pas tout à fait la même, quoi. J'ai passé le match Lettonie-Lituanie à côté d'un laiton, j'ai vraiment cru qu'il allait casser la table. Je vous jure que c'est vrai, j'ai cru qu'il allait casser la table. Et à un moment, je me suis dit, mais... et oui, c'est spécial...
Petite mention d'ailleurs au mec de la FIBA qui rappelle les règles à certains quand il faut filmer, mais pas à d'autres quand il y a sa support. Je pense qu'il aurait jamais osé lui dire quelque chose. Bref, mais oui, il y a. D'ailleurs, les Français, on est des bons élèves là-dessus. Nous, on est bien plus disciplinés en tribune de presse. Les Serbes, c'est quelque chose. Les Lettons, c'était vraiment quelque chose. Et oui, les Géorgiens, les Géorgiens, il y en a qui a le maillot. Après, voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais il y a des cultures différentes. Après, c'est ce qui est vraiment super cool aussi dans ces compétitions internationales, c'est l'opportunité aussi pour nous journalistes, au-delà de parler avec des athlètes de partout dans le monde, mais de discuter avec d'autres confrères d'autres pays. Et souvent, c'est super intéressant, voilà, de pouvoir échanger parce que on se rend compte qu'on n'a pas la même vision de notre équipe, par exemple nationale, que d'autres pays. Même la manière dont on évalue certains joueurs, parfois, ça peut vraiment changer. Des gens d'autres pays peuvent avoir des avis différents sur nos joueurs, sur l'image qu'on a. Et c'est souvent moi, c'est des moments que j'ai vraiment énormément appréciés. Parfois, on a l'occasion de parler avec des journalistes dont on admire ou on respecte énormément le travail à distance. Et tout ça, c'est des moments assez cool, quoi. Non, c'est clair. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec les Ouais, autres huitièmes de finale. Allez, je vais bien les sûr. prendre dans l'ordre. Donc, ça avait commencé le tout premier match, je m'en souviens déjà plus. C'était Turquie-Suède. La Turquie s'était fait peur, vraiment. Il y a eu tout un débat. Alors, je sais pas, mais je sais pas si tu as entendu parler de ce débat avec Ataman Sur l'horaire du euh, match, ça, non? sur le Ouais. match. Il s'est vachement plaint du fait que la Turquie, première de son groupe, a joué à midi. Et là, quand même, Ataman, mec, quand même. Déjà, il y a une logique d'affiche. Turquie-Suède, c'est pas le match le plus facile à vendre, ok? C'est pas l'affiche qui fait rêver tout le monde. Bah oui, l'affiche de midi, par définition, le lendemain, c'était Pologne-Bosnie, quoi. C'est pas le match le plus sexy. Ensuite, le fait qu'ils aient terminé premier de leur groupe, mais quasiment tout, il y a 4 équipes sur 8 qui ont terminé première de leur groupe. Comment on fait? Ces 4 équipes-là, elles ont le droit de pas jouer à midi? Enfin, ça n'a aucun sens. Et enfin, dernier point, la Turquie, elle était déjà à Riga. Elle était déjà à Riga, là. Ils n'ont pas eu de Hmm. déplacement à faire, quoi. Ils étaient déjà sur place, eux. Ça fait 2 semaines qu'ils sont à Riga. Ils sont capables de jouer un match à midi. À un moment, faut arrêter les conneries. Je pense qu'il s'est caché un peu parce que son équipe s'est fait très peur. Et même s'ils gagnent de 6 points, la Suède, il y a eu plein de moments dans le match où on pouvait penser qu'ils allaient le faire. Et les Turcs ont galéré à battre une équipe qui est. Alors là, pour le coup, je suis sûr que la France aurait battu la Suède. Je te le tourne comme ça. C'est vraiment pas. Alors, mérite aux Suédois. Ils étaient beaux, c'était kiffant. Ils ont joué et tout. Ils se sont battus. Ils y ont cru. Mais eux, ils tiraient pas la gueule, les Suédois, en zone mixte, pour le coup, tu vois. Ils étaient déjà contents d'être là, quoi. Et la Turquie a eu beaucoup de mal à battre la Suède. J'espère pour les Turcs que ça leur servira d'avertissement. Mais parce que grosso modo, il s'est un peu caché derrière l'horaire du match, quand même, Ataman. Je trouvais ça petit. Après, c'est un très grand coach, je vais commencer par dire ça, mais il est quand même fatigant, Ouais. je trouve, en match, en championnat, à tous les niveaux. C'est pareil, il y en a d'autres, hein, des très grands coachs ou des très grands joueurs qui sont fatigants. Je le trouve fatigant. Effectivement. Par contre, en fait, il y a un truc quand même qui est sur lequel il faut pas être naïf, effectivement, sur ces compétitions internationales, c'est que c'est rarement le hasard si telles équipes jouent plus souvent Oui, à telles heures. Si tu bien regardes entendu. Team USA dans les compétitions Coupe du Monde ou Jeux Olympiques, ils vont jamais jouer un match le matin, hein, je te le dis tout de suite, quoi. Eux, ils Bien jouent sûr. jamais le matin. Les Jeux, je m'en rappelle parce que j'y étais, mais en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, l'équipe de France féminine a débuté un nombre de matchs à 10 heures du matin incalculable. Ça devait être, je pense, peut-être l'une des équipes qui a le plus joué tôt le matin. Donc il y a un déséquilibre. Clairement, c'est pas uniquement l'argument que tu donnes là, c'est celui qui a le plus de sens sur le fait que la Turquie était déjà à Riga, mais parfois effectivement il y a autant ce que je veux dire, c'est que parfois tu peux avoir des raisons de gueuler, mais là effectivement je trouve ça un peu fatigant. Après, tu as tout à fait raison. Il est dans l'envie de mettre du respect sur sa sélection qui est en train de changer de statut. Tu vois, parce qu'il rappelle, il dit à Berlin, c'était pareil, on nous a fait jouer 2 matchs de suite à midi, un jeudi, un le vendredi. Après, il a plaidé aussi pour des effectifs plus larges, pour une organisation différente, etc. Mais en tout cas, ça déclare. Ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que je me demande si ça rajoute pas du piment aux autres équipes. Nurkic lui a répondu, tu vois, pourtant. Alors après, il lui a répondu parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question. Hmm. Mais tu vois, là-bas, après Nurkic, il aime bien donner son avis sur ce qu'il ne regarde voilà, pas. on pose des Ouais, tu questions, vois, il répond, répond quoi. à toutes les questions qu'on lui pose et c'est tout à son honneur. Tu vois, mais Nurkic a dit non, mais c'est n'importe quoi. Après,
pareil, il est allé trop loin. Il a dit si on me demandait de jouer à 5h du match, je jouerais à 5h du match. Je pense quand même que si on te demandait de jouer à 5h du match, il y aurait du monde qui râlerait, tu vois. Mais dans l'esprit, ça fait un peu pleureuse, même si je force le trait, je grossis le trait. Ça peut être vu en mode pleureuse et il y a des joueurs qui vont le voir parce que nous ne nous trompons pas. Les joueurs regardent ce qui se passe, hein, ils sont sur les réseaux, vous inquiétez pas, la plupart en tout cas. Et je me demande si ça, tu vois, la Turquie qui a un peu cette Şengün, il se plaint énormément, tu vois, après chaque coup de sifflet, blablabla, etc. Si je peux dire, sur l'ensemble de la compétition, là, les joueurs NBA, tu les reconnais aussi là-dessus. Ah ouais, c'est quand même les plus grosses pleureuses de tout le tournoi, quoi. Avdiya, Doncic, Şengün, c'est incroyable. Hein. Bref, bon, Pardon, tout ça pour revenir. Non, mais t'as raison, c'est une parenthèse vraie, c'est une parenthèse véridique. Donc, la Turquie, il y a un peu ce côté où t'es l'équipe adverse, t'es l'adversaire de la Turquie, t'as encore plus envie de les taper, quoi, en fait. Là, ils râlent, ils se plaignent. Donc voilà, ça, après, bon, la Turquie a fini par s'en sortir et je pense que cette piqûre de rappel leur fera du bien. Ils étaient invaincus. Avec l'Allemagne, il y a 2 équipes invaincues sur ce tournoi, c'est l'Allemagne et la Turquie. Les 2 d'ailleurs qui ont potentiellement une finale à se disputer. Ça serait une finale assez sympathique quand on sait le nombre de Turcs qui est en Allemagne. Mais voilà, la Turquie l'a emporté contre la Suède 85-79 et Şengün avait fait 24 points, 16 rebonds, 6 passes. Voilà. Il avait été excellent. Ça, c'était le premier 8e de finale. Derrière, on avait eu l'Allemagne qui a gagné 85-58 contre le Portugal, mais c'était plus disputé qu'il n'y paraît, en fait, Théo, quand même. Jusqu'à les 30 premières minutes, le Portugal fait vraiment illusion, mais même devant à la mi-temps, il n'y a qu'un point, et après, dans le 4e quart-temps, les Allemands, ils ont retrouvé leur adresse, parce qu'eux aussi ont pas mal balancé à 3 points. Et là, à ce moment-là, ils se sont détachés. L'Allemagne, elle fait quand même figure de grand favori de la compète, là, si tu regardes les 8 équipes en lice. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Bah oui, après, voilà, il faut toujours se méfier des excès de confiance, mais j'aurais tendance à dire que sur les équipes qui restent, Turquie et Allemagne sont peut-être les 2 plus gros contenders maintenant. Petite lacune allemande, si je peux me permettre, petite faiblesse éventuelle, ils n'ont pas de point de fixation à l'intérieur, en fait. Turquie, par contre, c'est... Exactement. Mais moi, je suis vraiment là sur l'attaque, du coup, pour donner de l'alternance à leur jeu. Alors, c'est un jeu bien construit et tout, mais il n'y a pas Franz Wagner est tellement fort en drive que finalement, la balle, elle va dans la raquette, c'est exceptionnel. Et c'est limite leur meilleur point de fixation à l'intérieur, c'est lui. Parce que il y a des absents, il n'y a pas Hartenstein, il n'y a pas Kleber, il n'y a pas un autre intérieur qui manque, j'ai oublié. Il y a Voigtman qui s'est blessé, si je dis pas de bêtises, pendant la compète. Mais là il n'y a pas d'intérieur à qui tu vas passer la balle, quoi. Le jeu, il va jamais passer par l'intérieur, sauf si c'est Franz qui se met en bas. Theis, il va poser des écrans, mais il va pas avoir le ballon dessous. Tillman, il va pas avoir le ballon dessous. Donc voilà, ça repose beaucoup sur la capacité de Wagner et de Schroeder à aller créer balle en main. Et ça peut être éventuellement une petite faiblesse de l'Allemagne. Ouais, ça serait intéressant qu'ils se croisent parce que ce serait vraiment un clash Turquie-Allemagne, ça serait un clash esthétique. Et avec chaque équipe a de vraies options. Tu vois, on peut partir en disant, mais ça, nous, on a un vrai avantage là-dessus. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Ouais. Dans mon power ranking, c'est les 2 meilleures équipes encore en lice. Non, après, voilà, c'est mon power ranking, ça vaut ce que ça vaut. La Grèce est pas loin, je les avais mis juste derrière la Turquie, les Grecs. Donc, c'est aussi encore présent. La Lituanie a battu la Lettonie 88-79. C'était la douche froide. Superbe ambiance, magnifique. L'une des plus belles que j'ai vues de ma vie sur ce match. Parce que les Lettons, énorme public. Et parce que les Lituaniens aussi, énorme public. Et ils sont nombreux, hein, c'est juste à côté. C'était un clash des pays de Balte, mais il n'y a pas de rivalité forte entre les deux. J'avais pu en parler avec un journaliste qui m'avait dit qu'il en a parlé lui justement un peu avec les fans lettons et qui expliquait qu'il n'y a pas de bad blood. Et d'ailleurs ça se voit, moi je les avais vus dehors et beaucoup d'ambiance avant même le match et ils s'applaudissent, ils se tapent dans les mains, les Lettons et les Lituaniens. Heureusement qu'il reste les Lituaniens pour mettre un peu d'ambiance dans ce public sur la suite de la compète. Mais ouais, la douche froide avec Velika, Arnas Velika qui fait un gros match, 21 points au space. C'est un mec, Théo, il est resté 1 an. Ça fait 10 ans qu'il reste que 1 an dans chaque club. C'est une question à se poser quand même parce que le gars est super talentueux. Comment ça se fait à un moment que le gars il passe pas un cap, quoi. Bref, c'est une vraie question. Je connais pas personnellement le bonhomme, je connais pas sa personnalité, je connais pas son entourage, je sais pas ce qui se passe, mais il avait refroidi la Lettonie malgré un grand Porzingis. Tu m'arrêtes si tu veux dire quelque chose. Après, il y a eu vas-y. le Finlande-Serbie. C'est plus cool.
le Finlande-Serbie, qui nous a laissé tous choqués. Victoire de la Finlande 92-86. Je te mens pas que... En fait, je me rends compte dans l'adrénaline des matchs. Tu vois, moi, je suis pas partisan des équipes à la base. Et quand même, la Finlande, j'étais content, quoi. Il y avait un truc tout au long du match, quand ils étaient dedans, je me dis, j'espère qu'ils vont le faire. J'espère qu'ils vont le faire. Puis ils finissent par le faire et c'est beau. C'était vraiment beau. Avec un Markkanen maladroit. Hein. Et les Serbes, il y a des questions à se poser aussi. Hein. Franchement, eux aussi, c'est d'autres axes de travail que la France, mais il y a des vraies questions à se poser sur le mental, sur la capacité de leurs arrières après l'absence de Bogdanovic. Alors, c'est un peu comme ça. Ça serait dur de dire que c'est comme ça pour nous parce que en fait, ça a énormément déséquilibré leur. C'est marrant parce que on a attaqué cette compétition avec Shai. J'ai évidemment placé la Serbie très très haut en mode, je disais, il y a un mec qui m'a repris, comme il a repris exactement la phrase, il a dit, je vois pas un monde. Enfin, comment la Serbie peut ne pas gagner 7 euros. Mais par contre, si on est honnête intellectuellement, dès qu'il y a eu la blessure de Bogdanovic, j'ai dit que ça avait redistribué les cartes. Parce que Bogdanovic, dans cette équipe, il est essentiel. C'est leur James Harden, en fait. C'est pas la comparaison. James Harden n'est pas le mec qui gagne des titres, mais dans le jeu, il apporte trop, en fait, Bogdanovic. Ils ont besoin de Bogdanovic. Il porte moins la balle, quand même. Il porte quand même moins la balle. T'as Jokic dans ton équipe, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, est-ce que Harden porterait la balle avec Jokic ? Mais oui, il porte moins la balle. Oui, sans doute. Mais il a quand même beaucoup le ballon, Bogdanovic, avec la Serbie. Il a quand même beaucoup le ballon. Et surtout, en fait, le truc, c'est que les Serbes, et ça fait 2 matchs déjà, contre la Turquie et contre la Finlande, il y a un moment, ils n'arrivent pas à donner la balle à Jokic. Parce que leurs arrières, ils n'arrivent pas. Ils subissent la pression sur les pick and roll. Ils subissent énormément la pression sur les pick and roll et Bogdanovic, il subit pas la pression comme ça. Bogdanovic, il va créer pour lui, pour les autres, pour Jokic et ça va libérer des choses. Et là, il y a eu des moments où Jokic, ils avaient plus de mal à lui passer la balle. Et je sais que tu peux mettre des cartouches à Micic, mais Micic, il n'a pas assez joué sur ce match. Micic, il a été bon en fait. C'est un match où il a été bon, c'était celui-là. Et Pezic l'a oublié. Il a trop fait jouer Guduric. Il n'a pas assez fait jouer Micic. Micic aurait dû avoir plus de minutes. Je crois que c'est Guduric qui a 1 sur 13 à 3 points. Il y a quelqu'un je crois que c'est quelqu'un du staff des Nuggets qui s'est exprimé là, de manière. Attends, j'ai retrouvé ça. C'est un journaliste, non ? C'est pas un analyste. Je me demande si c'est pas un analyste Nuggets plutôt qu'un mec du staff, je sais plus là maintenant. Mais oui, tu dois avoir raison. Tu dois avoir raison. Je vais retrouver ça qui a mis une cartouche justement à Pezic. C'est un analyste effectivement des Nuggets, Eric Wedham, qui a dit qu'il comprenait pas du tout comment Pezic avait coaché sur ce match-là, qu'il avait très mal redistribué les minutes et qu'il s'était pas du tout adapté au niveau de performance que des joueurs dans l'instant en fait. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Jovic par exemple fait un match. Pas qu'il était là. Pourtant, il a joué. Et pardon, pour Guduric, j'étais dur. Il n'a pas fait 1 sur 13, il a fait 1 sur 8. My bad. Okay. Je parle pas de non, pas Nikola Jovic. Nikola Jovic, il met ses points. Pour ça, Stéphane Jovic. Pardon, c'est vrai, effectivement, il y a 2 Jovic. Stéphane Jovic. Je suis sur les arrières. Nikola Jovic, il fait une belle compète, franchement. Je le trouve beau à avoir joué d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Après, c'est un joueur spécial, mais il fait une compète. Pour une fois, il a eu un peu de la régularité. Il met 20 points. D'ailleurs, je sais pas s'il s'est mis responsable de ce match parce qu'il s'est dit c'est bien, c'est cool d'endosser la responsabilité. C'est pas de sa faute s'il perd. Hein. Lui, pour le coup, il met 20 points, il met même des paniers clutch. Après, il a dit c'est moi, j'aurais dû donner le ton. Mec, t'es le seul qui met des paniers au début. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Là. C'est bien, c'est beau de vouloir. C'est tout à son honneur de vouloir prendre la responsabilité. Mais non, t'inquiète. Hein. Il y en a d'autres. Il y a toute la ligne arrière. Ils peuvent prendre la responsabilité. T'as pas besoin de te mettre dans ce lot-là, mon garçon. Il a fait plutôt un bon match. Et je trouve que tu vois, Micic sur son passage, il fait une compète dégueu, mais sur son passage, il est pas mauvais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai son plus-minus sur les yeux. Il est à +8. Et c'est un des seuls qui est en positif et j'avais pas fait gaffe qu'il était tu vois, même pendant le match je savais pas qu'il était à +8 mais il est pas dégueu, il aurait mérité d'être là sur le terrain en fait, notamment dans le Money Time et superbe la Finlande. Et il y a un joueur vraiment à suivre du côté finlandais, parce qu'il est très jeune déjà, il est au lycée, hein. C'est Mika Murinen, c'est Slim Jesus, vous avez peut-être vu passer son surnom. Tout le monde a vu ces dunks de folie là, ouais.
Mais il vole le mec. Et il a mis 2-3 points clutch, c'est incroyable. Dont un très clutch, ouais, exactement. Un très clutch. Murinen, c'est marrant. Ouais, elle est sympa cette équipe finlandaise. Bref, ça c'était pour ça. C'est terrible pendant Finlande-Serbie et tout le staff de l'équipe de France qui était là pour regarder le match. Tu vois, bah, c'est logique, tu vois, ils regardent leur potentiel adversaire. Ouais, tu vois la Serbie gagner, puis derrière tu sors toi. Bref, Pologne-Bosnie, la Finlande gagner, pardon. Puis derrière toi tu sors. Pologne-Bosnie, victoire de la Pologne 80-72. T'as vu ce match d'ailleurs, Théo? T'as vu une partie du match, si je dis pas de bêtises? Ouais, j'ai vu une bonne partie du match et j'ai trouvé que la Pologne avait été exceptionnelle dans le niveau d'engagement, à l'image de Pelinka, là, qui a vraiment été, il s'est donné comme un chien du début à la fin du match. Au-delà de la qualité du jeu produit par les Polonais, j'ai trouvé qu'ils l'avaient vraiment gagné avec les tripes, en étant soudés et en allant chercher ce match-là. Ils sont devant et à un moment, il y a un petit moment de fébrilité, la Bosnie arrive à revenir devant, pas à revenir devant, pardon, mais à recoller un petit peu. Et derrière, ils ont vraiment su sécuriser et pas tout gâcher. C'est une équipe qui a beaucoup de cœur, cette équipe de Pologne. Elle jouera la Turquie au prochain tour d'ailleurs. La Finlande jouera la Géorgie. La Lituanie jouera la Grèce. On va revenir après sur les affiches. Il m'en manque une du coup. Et la Slovénie jouera l'Allemagne, gros quart de finale. Donc la Slovénie, j'y viens. La Slovénie a battu l'Italie 84-77, 84 points, 42 de Luka Doncic. Il y en avait 22 à la fin du premier quart-temps. 22 dans le premier quart-temps, 30 à la mi-temps, 42 au total. La Slovénie qui se fait un peu peur. Hein. Ils menaient de 17-18 points. Ils se sont fait. Alors, j'ai pas vu le comeback. J'ai pas tout vu du comeback, mais l'Italie. Enfin, j'ai pas vu le comeback, mais l'Italie est revenue au score avant de finalement tomber quand même contre la Slovénie. La Slovénie, c'est vraiment une équipe d'un joueur, quoi. Mais quel joueur? Le Slim Luka. Je vais regarder ses moyennes sur le tournoi juste avant de passer à la Grèce. Slim Luka, on est donc à 34 points par match, 8 rebonds, 7 passes. Il y a des raisons pour les fans des Lakers d'être optimistes quand même. Et la domination, elle est terrible. Ça n'a aucun sens, les stats. Et je viens... Ok, pardon. Non, c'est juste ça. Je savais que... Pourtant, j'ai beau avoir vu match après match, tu vois, les stats et tout. Je m'attendais... La ligne de stats en compétition FIBA... Elle est d'une violence. T'imagines, c'est comme si tu étais à 45 points, 11 rebonds, 11 passes de moyenne en NBA en fait. Et maintenant, je viens vers un autre mec, Giannis Antetokounmpo. Je redis ce que j'ai dit dans un short. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Et pourtant, c'est pas la première fois que je le vois jouer en vrai. Mais c'est trop simple. C'est Will Chamberlain, c'est Shaquille O'Neal. Vraiment, c'est Shaq en FIBA. Donc, il met 37 points en tirant 2 lancers francs. 2 lancers francs. Il met 37 points. En 29 minutes, la Grèce a battu Israël 84-79. 37 points, 10 rebonds, 6 interceptions. Si Spanoulis le fait jouer 6 minutes de plus, si Giannis se dit pour le kiff, je vais jouer toutes les possessions, il met 55 points sans trop forcer. Je suis très sincère là, ce que je dis, je pense réellement que s'il veut, il va mettre 55 points. Il est inarrêtable. Tu peux rien faire. Rien. J'ai vu que Spanoulis mettait une pression quand même sur les arbitres en disant que... Enfin, 2 fois, en conférence de presse, en disant que c'était pas normal que Giannis n'ait pas plus de lancers francs match après match, qu'il n'était pas sifflé comme il le fallait, quoi. Après, il aura un moins bon pourcentage de lancers qu'au tir. Hein. C'est ça la question, le truc. Ouais, mais des N1, tu vois, c'est ça, vu qu'il est des N1. Ouais, c'est ça. 18 sur 21 à 2 points. Et il y en a 2 un ou 2. Non, un je crois, où la balle elle roule autour du cercle. Ça peut rentrer, tu vois. Non, mais c'est vraiment... les autres passent pour des... Et pourtant, Israël, tu vois, c'est une équipe qui joue dur et qui est physique, quoi. Mais les mecs, ils passent... En fait, c'est un mutant parmi des humains. Ça va trop vite. Moi, j'étais vraiment... J'ai même pas les mots. J'étais impressionné par Giannis. Voilà, il est au pic de sa carrière, de toute façon, je pense. Et c'est un mutant, quoi. Heureusement qu'il a pu revenir, parce que c'était un peu inquiétant quand même, quand le match où il a été laissé au repos parce qu'il avait douleur au genou, là, c'était quand même très inquiétant. C'est cool qu'effectivement, c'est pas été plus grave que ça.
Sympa cette équipe de Grèce d'ailleurs. Oui, bien sûr, hein, pour Yanis. Je trouve que après Spanoulis, de toute façon, comme je t'ai dit, il le fait jouer. Et dès qu'il le sort, il met Thanasis et Kostas, ou au moins l'un des deux. Et comme ça, la Grèce reste super athlétique. Et tu vois, Mm. Thanasis Antetokounmpo, wow, c'est une punchline en NBA, tu vois, et tout. Mais il y a un truc, Thanasis, il est une énergie ultra communicative. Il encourage ses coéquipiers comme personne. Il est content à chaque fois qu'un de ses coéquipiers fait un truc bien, qu'il soit Mm. impliqué ou non. Et tu sais, ça peut sembler tout bête, mais encore une fois, essayons de nous mettre à notre échelle, même d'amateurs, etc., de pratiquants, quel que soit le sport. Est-ce que vous êtes content à chaque fois que votre coéquipier fait un truc bien? Et je suis sûr que parmi nous, il n'y a pas tout le monde qui est content ou vraiment content, parce que lui, il est vraiment heureux, il crie, il encourage, il se bat. Alors des fois, il saute trop, ça. Il a un trop plein d'énergie, il saute dans des feintes, en lui dire, mais frère, ça se voit qu'il n'avait pas tiré le mec là. mais, mais tu vois, il apporte vraiment quelque chose. Son frère Costa, c'est long, ça protège le cercle. Il y a autour d'eux, en fait, il met des maîtres à jouer, tu vois. Sloukas, il va jouer dans ces moments-là. J'aime bien comment c'est géré. Cette équipe de Grèce, elle est pas impressionnante. Yanis, c'est impressionnant. Elle est pas impressionnante, mais il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose et il y a une petite demi-finale qui. Alors, il faut battre la Lituanie déjà, il faut que la Turquie batte la Pologne, mais une demi-finale Turquie-Grèce, moi, ça. Alors, pour le côté en plus rivalité, Yanis vs Şengün et puis Turquie vs la Grèce dans les tribunes, je pense que ça serait très chaud. Ça m'intéresserait, tu vois. Mm. Pourrait déterminer enfin est-ce que c'est un kebab ou un grec, tu vois. Pardon. C'était terriblement nul, mais. J'étais pas prêt. Non, mais ça, franchement, quand tu manges des spécialités grecques et des spécialités turques, tu dis non, mais les gars, vous êtes quand même très similaires sur de nombreux aspects. À un moment, faut faire la paix. Bref, la géopolitique de comptoir que je fais, on peut régler autour d'un match. Ça serait un très beau match de basket, cela dit, si on revient sur du plus sérieux. Et j'ai fait le tour des huitièmes et des affiches, du coup. Voilà pour l'Eurobasket. Tu peux peut-être juste redonner la liste des quarts de finale pour qu'on se la Ouais, mette bien en ouais. tête. Eh ben, je vais vous les donner dans l'ordre. Donc, ça commence mardi avec Turquie-Pologne à 16h. Ensuite, à 16h, je sais pas si c'est heure de chez vous, heure de chez moi, là. Ça doit être heure de chez vous. Il y a une heure de décalage. On finit tard. Je suis fatigué, hein, je vous mens pas. Là, le week-end, il était C'est hardcore, plutôt hein. ça. C'est hardcore. Ah, tu Rentrer chez m'étonnes. soi à quasi 1h du mat à chaque fois, alors que ça commence super tôt. Tu sais, t'as le bruit de la salle, tu te manges les décibels et la lumière. Heureusement, limite, que le public est pas trop chaud à chaque match. La salle est un peu vide, c'est un peu triste, hein. Un peu, c'est un euphémisme. La salle est vide, à part sur certains matchs. Mais bref, Non, c'est bien 16h, pardon. Turquie-Pologne, C'est bien 16h. 16h, heure de chez vous, du Ouais. coup. Donc, c'est 17h, heure de chez moi. Voilà. Donc, moi, c'est bon que je le sache, hein. Je me suis. Voilà, petite anecdote à 2 balles qui est inutile, mais sur le tout premier huitième, j'étais persuadé d'être à la bourre. J'étais 1 heure en avance. C'est bien, t'as pu travailler, Quel préparer tes décalage. fiches et tout. T'étais prêt. J'ai bossé du MOOC, voilà, pour ceux qui sachent. J'ai bossé du MOOC dans la salle sur le prochain MOOC. Voilà, pas trop d'infos, mais voilà, sachez que c'est en préparation. Il y a des choses en préparation parce que j'étais 1 heure en avance. Donc, bref, Turquie-Pologne et ensuite le soir, Lituanie-Grèce. Et évidemment, on va mettre bien pareil sur la logique des horaires. Déjà, c'est une plus belle affiche. Et il y a le public lituanien, tu vois, on est à côté. Il y aura du monde. Et le public grec est chaud. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça, c'est mardi. Mercredi, à 16h, heure de chez vous, on a Finlande-Géorgie. Hein, c'est logique. Encore une fois, sur l'affiche. Et à 20h, pardon, 21h chez moi, Allemagne-Slovénie. Très beau quart de finale. C'est quand même assez dingue de se dire que la Finlande ou la Géorgie vont faire une demi-finale de Ouais, d'un championnat d'Euro, ouais. d'Europe. J'aurais pas mis une pièce sur ça en début de compétition. La Finlande avait fait quart du dernier Euro en sortant. Qui ils sortent déjà un gros, je me souviens plus. Peut-être la Slovénie, j'ai un doute. Mais la Finlande avait été en quart du dernier Euro, là. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, surtout quand tu sais que ça pouvait être Serbie-France. C'est spécial. Mais pour les Finlandais, si c'est eux qui passent, il y a une espèce de logique de progression autour de Markkanen, qui est un leader. Il a la carte blanche, je disais c'est un journaliste, lui, il a la carte blanche la plus grande de toute l'histoire. Je pense qu'il peut prendre 50 tirs s'il veut. Il n'y a personne qui va lui dire mollo mon gars quand même. Tu vois, il a vraiment, il peut prendre tous les tirs qu'il veut. C'est exceptionnel. Tu sais, je me suis même posé la question dans le Money Time de savoir
est-ce que lui, il aura vraiment la même pression qu'un autre si là, il foire des tirs, tu vois? Parce que quelque part, tu sais, en équipe de France, tu te mets à prendre 7 tirs de suite dans le Money Time. Il y a forcément quand même des gens des fans ou quoi que ce soit, qui vont se dire, mais Coco, tu t'es pris pour qui, tu vois? Lui, je pense qu'il y a personne, ni dans les fans, ni dans l'équipe, ni dans le staff, qui va se dire, ah, Markkanen, quand même, il a abusé contre la Serbie. Parce que tu regardes et tu te dis, bah ouais, mais tu voulais que ce soit qui prenne les tirs. Alors, ils ont eu des joueurs super clutch, hein. Valtonen, incroyable. Mais Markkanen, s'il veut, il prend 50 tirs, personne ne va rien lui dire le lendemain, tu vois. Bref, voilà pour la Finlande. Voilà pour les affiches, voilà pour l'Eurobasket. On continue de débriefer ça, évidemment, sur la chaîne Basket Session. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR sur l'actualité et après, bien sûr, sur la compétition. Et moi, je vous dis bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.